Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Thomas Chauveau, le cofondateur et COO de MetaFight, un jeu de cartes combinant NFT et compétition à la sauce combat de MMA. Donc j'espère que ça va vous plaire. Bonjour Thomas, merci d'être avec moi aujourd'hui. Comment vas-tu ? Ça va nickel. Bonjour Thibaut, merci pour ton accueil et je suis ravi d'être ici. C'est un plaisir partagé. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous parler un peu de ton parcours et nous dire un peu comment l'univers du Web3 s'est présenté à toi et ton implication au sein du projet ? Écoute, moi j'ai découvert les crypto-monnaies un petit peu au hasard parce que j'ai toujours bien aimé fouiner les choses qui sortaient dans la tech et donc j'ai découvert ça, investi un petit peu pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. De loin, en perso, j'ai eu des activités qui m'ont amené à travailler dans l'événementiel, dans l'audiovisuel et dans la réalité augmentée, la réalité virtuelle, tout en regardant tout ça d'assez loin, voire même de temps en temps, en laissant plusieurs mois sans m'y intéresser. Puis j'ai un ami d'enfance à qui j'avais appris un petit peu, ou en tout cas avec à qui on avait exploré ce monde-là ensemble, qui en 2021, quand la vague NFT est revenue, m'a appelé en disant, je ne dirais pas qu'on creuse un petit peu ce sujet, il y a quelque chose de technologiquement assez intéressant, surtout sur l'ownership. On a, fin 2021, commencé à creuser un petit peu plus le sujet, un peu plus professionnellement le sujet. On a monté une première agence qui s'appelle Not Fun Token avec Julia Mahé, qui est l'autre cofondatrice de MetaFight, sur lequel on faisait de la pédagogie, de la formation, etc. Et puis un jour, nous est tombé dans les mains parce que Julia avait suivi en fait la légalisation du MMA en France. On a re-regardé ce dossier, on a réanalysé ce marché qui était en pleine expansion du MMA, dont l'expansion ressemblait un petit peu à celle des NFT de l'époque. Et on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire en alliant ces deux domaines. D'accord. Et donc, d'où découle le fameux MetaFight dont on viendra juste après. J'en profite pour rebondir sur ce que tu dis. Effectivement, c'est un sport, une industrie qui se développe. Est-ce que ça fait aussi écho au fait que, je sais pas, mais sur l'équipe 21, il y a beaucoup de combats qui sont diffusés. Et moi, c'est aussi comme ça que j'ai découvert un peu plus, de façon un peu plus ouverte, le MMA. Est-ce que c'est lié aussi peut-être un peu à ça, au fait que ce soit diffusé sur des chaînes accessibles un peu à tous ? C'est exactement ça. En fait, jusqu'à il y a 3 ans, vu que la pratique était illégale en France, c'était forcément beaucoup moins diffusé, c'était forcément beaucoup moins mis en avant. Mais pourtant, partout ailleurs dans le monde qu'en France, c'était déjà en train de prendre une ampleur immense. On avait l'UFC qui était diffusé le soir très tard, donc c'était aussi beaucoup moins accessible pour les gens parce que 90% des UFC sont en plein milieu de la nuit le samedi. Donc un sport illégal dans ton pays, plus diffusé à 4 heures du matin, forcément pour le grand public français, c'était compliqué. À côté de ça, ça faisait déjà des scores assez impressionnants. On a près d'1 milliard de vues du combat entre Khabib et Conor McGregor en même temps que la législation était en train d'arriver en France. Donc c'est vrai que c'était assez intéressant de voir cette opposition un petit peu entre cette explosion et la vérité qui était en France, où encore une fois on n'avait pas le droit presque de citer le mot MMA dans le milieu sportif. En tout cas, c'était très mal vu dans les sports de combat. Et puis, il y a un vrai travail qui a été fait par les personnes qui savaient réellement ce qu'était ce sport pour montrer que c'était un sport et pas du tout le free fight comme on pouvait l'imaginer, où on mettait juste 2 personnes à se taper dans une cage. Et c'est vrai qu'on ne peut pas leur en vouloir non plus quand on ne connaît pas de loin. C'est quand même 2 personnes qui sont au milieu d'une cage. Donc, il y a une connotation un petit peu visuelle qui fait peur. Mais en fait, c'est un sport plein de finesse. C'est un des sports qui a le plus de règles au monde et puis qui crée vraiment mondialement une envie aux gens de regarder. C'est un des sports les plus mondiaux. On peut trouver le foot qui a une énorme, enfin le foot ou le soccer selon dans quel pays on habite, qui a beaucoup d'impact en Europe, beaucoup d'impact en Amérique du Sud, mais on va retrouver peut-être moins ça en Amérique du Nord, moins ça dans certaines zones en Asie. Le cricket, par exemple, ça va être beaucoup plus en Inde, en Angleterre. Voilà, on va avoir des sports avec des scores d'audience très grands, mais géographiquement isolés. Alors que le MMA, ça va être le seul sport qui est vraiment mondial.
on trouve des salles de MMA partout dans le monde, sur tous les continents. Et ouais, OK. Bah, écoute, c'est très intéressant ce que tu dis parce que moi, tu vois, j'avais même pas, notion que c'était juste interdit en France il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans et du coup, c'est pour ça aussi effectivement que ça s'est beaucoup développé. Mais tu vois, j'avais même pas notion, je pensais que c'était juste moins populaire, moins diffusé et ce genre de choses, mais je savais pas qu'il y avait une interdiction derrière donc je comprends beaucoup mieux, pourquoi ça se développe beaucoup plus en ce moment en France. Donc est-ce que maintenant tu peux présenter, MetaFight? Donc en termes de cartes NFT, on connaît pas mal de sports maintenant qui sont couverts. On a bon, Sorare, on le présente plus. On a Fungible pour le tennis. On a, Ovaly maintenant pour le rugby. Vous amenez cette couche-là dans ce sport du MMA. Voilà, est-ce que tu peux nous présenter le concept qu'il y a derrière MetaFight? Eh bien, écoute, on va le faire en deux parties. Il y a le concept pour le joueur, et puis je te présenterai ensuite le concept pourquoi nous on a fait ça. Donc, typiquement, le joueur, on lui propose en fait de devenir manager de MMA. Donc, comment ça se passe? Ça se passe à travers un jeu de cartes de collection. Donc, en premier, il va recruter des combattants, donc acquérir des cartes, soit gratuites quand il arrive dans le jeu, qui lui sont offertes, soit en achetant des packs chez nous, dans lesquels il peut tomber au hasard sur différents fighters, mais aussi sur des équipements et bientôt des coachs. Et c'est là, en fait, où le rôle de manager va arriver, c'est que le but pour le joueur sera d'associer ces cartes ensemble dans un storytelling qui ramène aux réelles règles de ce qui va se passer dans le monde du MMA. Donc, il va falloir trouver le bon coach qui va booster les bonnes performances du fighter en fonction de ses lacunes et de ses qualités. Il va falloir trouver les bons équipements, encore une fois, pour compenser les statistiques de la carte initiale, puis pour pouvoir créer son roster de la bonne manière, c'est-à-dire les fighters les plus forts, les envoyer dans les meilleures ligues et les moins forts dans les moins bonnes ligues pour essayer que tous performent au maximum. À chaque combat, les gens gagnent des points qui vont se mettre dans un leaderboard global. Et à la fin des périodes de leaderboard, chacun sont récompensés en fonction du nombre de points qu'ils ont réussi à avoir. Donc ça va être le fil rouge, on va dire, de notre jeu. Et derrière, on va aller un petit peu plus loin en permettant en fait aux fighters de pouvoir aussi commercialiser des choses où ils n'ont pas d'espace pour pouvoir le faire. Donc ça va être des gants dédicacés, des objets qu'ils ont pu porter pendant les combats, des photos dédicacées, des rencontres avec eux, etc., etc. Le but, c'est soit de les faire gagner aux utilisateurs, donc lors de ce leaderboard, soit de pouvoir les commercialiser avec leurs cartes. Donc, je vais prendre un exemple. On a fait la vente d'une carte unique de Cyril Gann, et en fait, les personnes qui ont pu réussir à gagner cette enchère ont eu accès ensuite à un vêtement qu'il portait lors de son dernier combat, enfin son dernier combat de l'époque, qui était dédicacé, qui était vraiment un objet de son fight kit, qui est unique parce que c'était celui qu'il avait pendant l'entrée dans la salle, qu'il a enlevé avant de pouvoir rentrer dans la cage pour se battre. Voilà, c'est un des exemples. Il y en a beaucoup d'autres. Également, le hold des cartes MetaFight te permet d'accéder à la diffusion de certains combats. Donc, on signe en fait des droits de diffusion avec des ligues et on les diffuse à l'intérieur en ce moment de Spatial, mais on l'a fait sur AltVR, on l'a fait sur VRChat, on le fera à l'intérieur de The Sandbox aussi. Le but étant de créer des expériences sociales où tu vas être au même endroit que d'autres gens qui sont peut-être à l'autre bout du monde, et surtout avec la même synchronicité de l'image. Donc en fait, aujourd'hui, une des problématiques que tu vas avoir, si tu veux aller sur Twitch, par exemple, suivre un commentateur ou un influenceur qui veut parler d'un combat, la problématique va être que lui, peut-être, il est sur MyCanal, toi, tu es sur l'appli RMC Sport, et ce n'est pas exactement bien synchronisé. Donc, si tu veux pouvoir suivre les retours du combat, il faut que tu mettes play, y mettes pause, etc. C'est pas agréable comme expérience. Là, ce qu'on propose aux gens, c'est directement via mobile, PC ou casque VR, de se retrouver dans la même room 3D, avoir l'image avec la même synchronicité et pouvoir commenter, pouvoir parler, faire des gestes, etc. et tout un tas d'interactions à l'intérieur de ces rooms. Donc on a diffusé aujourd'hui 3 ligues différentes, le Brave qui est la ligue majeure du Moyen-Orient, et 2 ligues françaises qui sont Hexagone MMA et Ares. OK, bah, ça fait énormément de choses, à prendre en compte. Donc déjà, je note plusieurs points. Déjà, donc c'est un free to play, donc les gens peuvent démarrer de façon vraiment tranquille sans avoir à injecter du capital pour découvrir, votre jeu, votre univers et ça, c'est très bien pour l'accès, pour faciliter l'onboarding des utilisateurs. J'insiste aussi donc sur ce que tu dis, les expériences uniques que peuvent procurer, l'intermédiaire de MetaFight, donc des diffusions spéciales,
des items vraiment uniques. Tu l'as mentionné avec Cyril Gann, donc ça, c'est vraiment des expériences qu'on peut pas acheter, quelque part sur Amazon ou sur d'autres plateformes. Donc c'est vraiment Exactement. ça je trouve que c'est un levier très fort qu'on retrouve, dans les différents sports qui se lancent un peu sur ce modèle-là et c'est vraiment quelque chose qui, moi, me plaît beaucoup parce que, j'attends ça quand j'adore le tennis, bah, j'ai hâte de voir qu'est-ce que je vais pouvoir obtenir comme expérience unique quand, je sais pas, Fungible se lancera ou ce genre de choses. Là, avec le MMA, pour les fans de MMA, bah, c'est vraiment quelque chose de très spécial et c'est bien d'insister là-dessus. Tu as C'est dit qu'il y avait ça, donc et ouais, vas-y. c'était pour nous un axe majeur parce que c'est un sport qui est encore neuf, encore jeune, pas totalement organisé et surtout sur lequel il est très difficile de faire une carrière professionnelle qui te permet d'avoir suffisamment d'argent pour vivre. Hormis, on va dire, le top 50, top 75 mondial, pour les autres, c'est très compliqué. Et l'un de nos axes qui nous a donné vraiment envie de créer MetaFight, c'était ce constat-là et de se dire qu'on allait pouvoir réussir à apporter une toute petite pierre à l'édifice, même si c'est faire gagner rien que 200 ou 300 euros à un fighter qui débute et qui est payé que 800 euros en moyenne à vie, et ben ça le ramène plus proche d'un SMIC par exemple, et peut-être qu'il va pouvoir, et ben son travail secondaire, y passer moins de temps. Et donc ces items, mais aussi notre fonctionnement en pack, sont faits dans ce sens-là. Je m'explique un petit peu plus. En gros, aujourd'hui, nous, entre 30% et 50% des ventes sont directement redonné au fighter. Et le fait de pouvoir vendre en pack, en fait, eh ben, la personne qui va chercher à avoir le champion du monde, celui qui veut absolument, quand il va ouvrir son pack, il va aussi tomber peut-être sur un petit jeune. Et en fait, vu que le chiffre d'affaires est entièrement redistribué de part égale, et ben en fait, le fighter champion du monde va gagner autant que le petit jeune. Et c'est une boucle qui est assez saine pour pouvoir permettre à des gens de trouver des nouvelles sources de revenus passifs, entre guillemets, en participant à un jeu vidéo ou en tout cas en fournissant leur image et des items dans ce jeu. Absolument et c'est justement l'intérêt pour les combattants, donc tu le mentionnes, c'est bien d'avoir un nouveau revenu, une nouvelle exposition, avoir un nouveau public derrière qui s'intéresse à ce sport et toute une culture qui se développe parce que moi, enfin, on va le voir, hein, ceux qui adorent le MMA vont découvrir des combattants à travers le jeu, vont se rendre compte de ce que ça implique. Il y a différents combats, différentes zones, différentes ligues. En fait, c'est toute la culture qui se diffuse, la culture du MMA qui se diffuse et ça j'adore. Je reviens juste sur quelque chose que tu as dit. Il y a donc plusieurs ligues existantes, enfin plusieurs types de combats qu'on peut faire dans le jeu parce que évidemment, hein, j'ai testé le jeu, hein, j'ai un compte depuis quelques semaines, donc je sais un peu comment ça fonctionne pour alimenter aussi ce podcast. Mais ce que je trouve ce qui est bien de préciser, que donc on a des cartes combattants, des cartes short, accessoires qu'on combine. Effectivement, tu l'as mentionné déjà. Et en plus, il faut faire des choix importants, savoir dans quel combat je vais mettre mon combattant parce que il va être bloqué un certain temps en fonction du type de combat et donc il y a des choix stratégiques à faire entre un combat qui est plus long mais où il y a des gains plus importants ou des combats beaucoup plus courts mais avec des gains moins importants et il faut combiner ça avec son emploi du temps pour pouvoir être un manager. En fait, c'est ça vraiment l'expérience. Donc voilà, je voulais insister aussi sur ce point. Il y a vraiment des choix à faire, c'est vraiment gamifié et c'est ça qui fait aussi tout le charme de l'expérience. Exactement, c'est ce qu'on a voulu en fait. On a vraiment voulu faire vivre à l'utilisateur ce que va être pour le manager de MMA la réelle carrière. C'est-à-dire, en effet, c'est plus ou moins long parce que quand ils envoient leur fighter à Las Vegas combattre ou à 200 km de chez eux, forcément, le temps pris pour le fighter, enfin le temps occupé pour cette mission va être plus long parce qu'il y a le voyage, parce ils partent plus tôt quand il y a un décalage horaire pour être en forme le soir du combat, etc. Donc c'est vraiment cette émotion-là qu'on a voulu retranscrire et également le choix des ligues parce qu'un manager qui va avoir un petit jeune, il va pas l'envoyer directement combattre des champions parce que le jeune, il va perdre tous ses combats et du coup ne pas avoir de carrière derrière. Donc ça fait aussi partie de la mission du manager de MMA que de choisir les bonnes ligues en fonction de la progression du sportif qui l'accompagne. Et c'est toutes ces émotions-là vraiment qu'on a voulu faire ressentir dans le jeu à travers donc le blocage des cartes pour représenter le voyage et à travers ces critères d'accès des ligues avec des ligues plus fortes, moins fortes, etc. et qui rapportent plus de rewards aussi parce que forcément, Cyril gagne lorsqu'il se bat pour une ceinture, gagne plus de points et d'argent que un jeune qui va commenter dans des ligues mineures. Et ce qui est important de préciser par rapport à d'autres, jeux qui sont un peu dans le même modèle que vous, c'est que pour le coup, il y a pas de données réelles qui sont remontées. On en parlait justement en off il y a quelques minutes. Il y a pas de données réelles qui sont remontées et qui alimentent,
les potentielles victoires ou le nombre de points engrangés par chaque combattant, parce que les combats sont beaucoup plus épars, ponctuels que dans du foot, dans du tennis ou dans d'autres sports. Donc, ce serait, comme tu le disais, je crois, très ennuyeux d'utiliser des données réelles pour alimenter le jeu. Donc là, c'est plutôt un algorithme qui détermine qui va gagner plutôt dans les combats, c'est ça? C'est exactement ça. Par la combinaison de cartes, tu vas accumuler des points et des techniques. Et ensuite, c'est un algorithme assez complexe qui vient se faire affronter les deux cartes en prenant en compte ces points, ces techniques, et qui donne un résultat en fait derrière. À savoir, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'aujourd'hui, ce qui est en ligne, c'est une alpha. Donc, le but de cette alpha, c'est de débugger certaines features avec la communauté. Donc depuis début mars dernier, en fait, tous les 15 jours, tous les mois, tous les 3 semaines, une nouvelle feature est testée. Des fois, elle est retirée, une nouvelle arrive, etc., pour ensuite être ajoutée en fait à la version bêta qui devrait être disponible en début d'année prochaine. Donc le but a vraiment été de sortir un jeu qui est parfois buggé, parfois ne comporte pas toutes les features que les gens pourraient attendre pour pouvoir développer plus vite de manière communautaire. Ça permet chez nous de passer ces phases de debug qui sont très longues, surtout quand on n'a pas encore des grosses équipes. Donc c'est la communauté qui nous aide à ça. Et en échange, ils sont rewardés dès maintenant, même si c'est pas un jeu finalisé. Non pas pour un côté concurrentiel, mais pour les remercier de nous aider à développer beaucoup plus vite que ce qu'on aurait fait si on avait été de notre côté et qu'on avait qu'on avait voulu tout développer avant de sortir quoi que ce soit. Ouais, et pour une version, alpha, c'est quand même très sympa. Enfin, moi, j'y ai passé quelques heures, donc n'hésitez pas à aller tester, hein, ça ne vous coûte rien, c'est gratuit et après vous allez plus loin si vous le souhaitez, c'est vraiment, à votre libre arbitre. En tout cas, ce qui est bien, c'est que je trouve que même s'il y a une dimension NFT, hein, derrière, en coulisses, on ne le ressent pas du tout en termes d'accès. C'est-à-dire que si je dis pas de bêtises, parce que ça fait quelques mois maintenant que j'ai créé mon compte, mais on peut créer son compte grâce à un email, de base. Assez simplement, il faut juste vérifier son email. Ensuite, ça crée le portefeuille, associé où on détient ensuite les NFT. Mais en termes d'expérience, à aucun moment donné, on a l'impression de manipuler des NFT, quoi. On a des cartes qui nous sont attribuées, on les positionne sur les combats, on touche éventuellement des récompenses et c'était aussi l'objectif, j'imagine, de simplifier au maximum, l'ergonomie, la technique derrière pour que, onboarder le plus de gens possible. C'est ça, hein? Exactement. Alors, tu as dû créer ton compte avant le mois de juillet, parce que même depuis le mois de juillet, maintenant, c'est une connexion Google ou Discord. Et surtout, on est passé avec un module Stripe, donc qui te permet aussi de ne plus jamais utiliser de crypto-monnaie. Donc, tu n'as même plus besoin de passer par les bridges, type MoonPay, etc., pour acheter de la crypto puis nous acheter des NFT. Tu peux payer directement avec Stripe et recevoir tes packs sur ton wallet, sans avoir, en fait, même à savoir que c'est un wallet. On le présente comme l'ID manager, avec bien sûr toutes les explications dans notre guidebook pour les personnes qui voudraient être intéressées et mieux comprendre. Mais la personne qui n'a pas envie de s'intéresser à cet écosystème-là n'est pas obligée de savoir techniquement ce qui se passe. À savoir que pour nous, on n'a pas créé un NFT game, on a créé un game de cartes de collection et la blockchain vient pour valider cet ownership et permettre les échanges sécurisés entre utilisateurs sans qu'il y ait besoin d'un tiers de confiance. Donc c'est vraiment cette partie-là qui nous a intéressés sur la blockchain. En aucun cas on a voulu faire un crypto game. Est-ce que tu peux nous parler un peu du nombre de joueurs que vous avez, et peut-être les packs que vous proposez pour peut-être démarrer un peu plus sérieusement que si, on a juste les cartes, free, fournies au début? Il faudrait prévoir quoi comme budget pour peut-être démarrer et espérer avoir quelques gains, et combien de joueurs avez-vous actuellement sur la plateforme MetaFight? C'est un peu une Alors, double question que je te fais. j'entends. Aujourd'hui, on a eu 19 000 utilisateurs différents qui sont venus s'intéresser à l'écosystème. On a en gratuit entre 2000 et 4000 joueurs par mois qui ont, depuis le début que l'alpha s'est ouverte. On a un peu plus de 1500, je crois 1800 holders de cartes MetaFight, donc 1800 personnes qui possèdent des cartes NFT. Et on a toutes les semaines, parce que c'est notre jeu, on va dire, les gens qui reviennent toutes les semaines, 1800 personnes qui s'intéressent et qui viennent soit poser leurs cartes, soit tester la plateforme, soit s'intéresser à la marketplace, etc. Voilà, par semaine. Pour ce qui est des packs, en fait, on a plusieurs fonctionnements différents. On a ce qu'on appelle les packs classiques.
qui sont les packs bronze, silver, gold et légendaire, qui sont à prix fixe, avec une liste de fighters qui sont disponibles à l'intérieur, qui est publique et qui est avec un algorithme non pas comme Pokémon, où ils vont mettre toutes les cartes dans des paquets et ensuite annoncer ce qu'il y a dans la somme des paquets. Donc le jour où la carte unique de Pikachu sort de ce paquet-là, ben, on sait qu'on ne la retrouvera plus dans aucun autre paquet. Nous, c'était un fonctionnement avec une pool, en fait, et le hasard intervient à chaque fois que quelqu'un ouvre son pack et non pas l'achète. Donc, en fait, le pourcentage de chance d'avoir tel fighter, telle rareté, etc., est exactement le même pour tout le monde à chaque fois qu'ils ouvrent leur pack. Et c'était très important pour nous de proposer un jeu qui soit complètement fair à chaque ouverture. Tu as la même chance que ton voisin de tomber sur les cartes qui sont présentées à l'intérieur de ces packs. Ça va être les packs génériques, entre guillemets, et ils vont fonctionner en édition. Donc, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui les packs qui ont été vendus depuis février pour remercier les personnes qui sont venues aussitôt. Aujourd'hui, ils vont être fermés, logotypés première édition, et les cartes que tu auras à l'intérieur ne seront plus jamais trouvables ailleurs. Aujourd'hui, ces packs ne sont plus en vente. Donc, en fait, les gens qui ont pu les acheter et les garder sans les ouvrir pourront les garder peut-être très longtemps et être sûrement un jour le dernier à avoir un pack première édition MetaFight. C'est le côté de la collection de cartes qu'on aime beaucoup. Donc, des packs deuxième édition vont bientôt être mis en vente aussi avec une nouvelle liste de fighters disponibles à l'intérieur. Et à côté de ça, on a ce qu'on appelle les packs spéciaux. Donc, les plus récents ont été les packs Brave, donc en partenariat avec la ligue Brave CF du Moyen-Orient, dans lequel on ne pouvait trouver que des fighters de cette ligue-là, puisque ce sont des packs à thème. Et on aura dans le jeu de plus en plus de packs spéciaux et de packs à thème qui pourront être dédiés à une nationalité, par exemple, à une ligue spécifique, à un fighter spécifique, un combat, une soirée de combat spécifique. Le but étant souvent que vu que ces packs sont plus réduits dans la proposition de fighters qui vont être à l'intérieur, ils coûtent un peu moins cher que les packs principaux, mais sont en beaucoup plus petite quantité. Il y a une dernière chose qui existe aussi dans MetaFight, c'est que on peut acquérir les cartes des fighters directement aussi sur la marketplace, donc bien sûr entre utilisateurs, mais aussi des cartes qui sont vendues par MetaFight, donc qui sont vendues plus cher que le prix d'un pack, parce que cette fois-ci, le manager peut choisir directement son fighter. Donc, si on prend par exemple une carte bronze qu'on choisit, elle va être entre 30 et 35 dollars selon le cours de l'Ether, ce qui correspond en fait au prix du pack, qui assure cette même rareté. Donc, en fait, si tu veux une carte bronze, soit tu prends un pack bronze qui coûte 35 euros dans lequel tu auras 3 cartes au hasard, soit tu veux tel fighter spécifiquement, et dans ces cas-là, pour le même prix, tu achètes une seule carte, mais du fighter que tu veux. OK, donc beaucoup de choix différents en fait dans les cartes que tu peux acheter. Donc c'est intéressant et je pense que c'est bien d'avoir recentré aussi des packs sur, certaines nationalités, certaines zones géographiques bien précises parce que, enfin moi typiquement si je veux avoir des cartes, autant que j'ai des cartes de combattants français, donc autant que je prenne des packs qui ciblent cette zone géographique-là donc OK, c'est intéressant d'avoir tout ça. J'ai quelques questions parce que l'un des enjeux de ces mécanismes autour du sport du MMA, c'est aussi de faire signer des figures connues, hein, pour amener aussi les gens, les fans. Tu l'as mentionné, il y a Cyril Gane, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même, je pense peut-être le combattant le plus connu en France. Si je dis pas de bêtises, je suis pas du tout un expert, mais en tout cas, Non, c'est non, je celui qui pense me que vient en tête en tu as premier. raison. Voilà. Comment, vous abordez ça vis-à-vis de ces combattants-là? Comment ils perçoivent ce nouveau concept avec, donc tu l'as mentionné, des nouveaux revenus, une nouvelle exposition pour eux, mais tu l'as aussi mentionné, c'est-à-dire que le poids lourd, la figure numéro un, que ce soit Cyril Gane ou le petit combattant français du MMA qui est un peu moins connu, va toucher les mêmes revenus. Donc est-ce que ça les dérange? Comment ils perçoivent un peu tout ça et quel est le boulot à fournir pour, fidéliser ces partenariats qui sont quand même essentiels pour votre plateforme, quoi? Et ben justement, en fait, ça a été ce même argumentaire qui a plu aux deux côtés, si je puis dire comme ça. Les jeunes en se disant bon voilà, c'est une nouvelle ressource, une nouvelle source de revenus, et aussi bien un intérêt d'image parce que moi avant d'avoir 500 000 abonnés, c'est très difficile aujourd'hui même via les réseaux sociaux de pouvoir monétiser son image pour un sportif. Donc on leur tenait la main en leur disant voilà, tu n'en as peut-être que 2000 abonnés aujourd'hui, tu n'es pas très connu, tu as fait que quelques combats, mais nous on veut avoir ton image dans le jeu. On veut que ça représente le spectre du MMA, donc les débutants comme les champions. Donc ça, forcément, pour les jeunes, ça les touchait spécifiquement. Et à l'inverse, les champions, eux, qui peut-être ont moins de difficultés à vivre de leur sport, étaient contents de pouvoir participer à quelque chose qui rémunère aussi les plus jeunes et créer une boucle assez intéressante pour tout l'écosystème.
À savoir également que l'on propose aux combattants de pouvoir inscrire dans les contrats leur manager, leur gym, leur agent, etc., pour que ça rémunère l'ensemble de l'écosystème et pas juste le sportif. Parce que rendre un sportif plus riche, ou en tout cas lui faire gagner des revenus, c'est intéressant, mais s'il y a un trou dans le toit de la salle et qu'il pleut, ça répare pas le trou dans le toit de la salle. Donc le but, c'était que l'écosystème entier puisse bénéficier des rémunérations MetaFight, et donc, par exemple, que le coach aussi puisse recevoir de l'argent et peut-être réparer ce trou dans le toit de la salle. J'aime bien cet exemple, mais tu l'imagines évidemment plus loin. Donc c'est comme ça qu'on a réussi à signer les premiers combattants, en leur montrant cet état d'esprit-là. Et ensuite, les choses se sont faites de fil en aiguille. On a pu parler même aux organisations tout entières. Donc là où Cyril Gann, c'est un contact direct où on signe avec lui et non avec l'UFC et non avec forcément sa gym, et les co-fighters du Brave sont signés via le Brave et c'est l'organisation qui nous fournit ensuite l'ensemble des photographies, etc., nécessaires à la création des cartes. Ce que je trouve très bien, c'est que, tout le monde fait ça dans l'intérêt du sport avant tout finalement, que ce soit le petit combattant qui va du coup avoir des revenus, supplémentaires super essentiels pour lui, ou la figure de proue comme je dirais Cyril Gane qui pense aussi peut-être à comment c'était lui avant ou qui voilà pense au sport avant tout. Je trouve ça très, très bien comme approche. Hem et C'est exactement ça. Et même pour aller plus loin, ça permet aussi à certains fighters en fait, d'avoir une exposition qu'ils n'auraient pas eu. Parce qu'on s'en rend compte dans la communauté, des gens dans des packs sont tombés sur tel ou tel combattant. Bien souvent, peut-être qu'il leur a fait gagner 3-4 combats, donc ils ont un petit coup de cœur pour cette carte spécifique qu'ils ne connaissaient pas. Et du coup, ils vont aller suivre le combat. Même s'ils se battent dans des organisations mineures en Europe de l'Est ou quoi que ce soit, ça leur donne envie d'aller regarder des combats qu'ils n'auraient jamais regardés parce qu'ils ont la carte. On a eu l'exemple avec le PFL Paris ce week-end. Il y a eu plusieurs messages sur nos Discord, etc., de personnes qui ne connaissaient pas Anthony Laurent, qui est pourtant un combattant français, mais qui, parce qu'ils avaient la carte, avaient super hâte de le voir combattre au PFL ce week-end. Donc, je pense que cet exemple-là, parce qu'il y a eu beaucoup de screenshots vendredi soir de mon combattant est prêt pour le combat avant samedi, et tous précisaient sur ces screenshots que c'était quelqu'un qui ne connaissait pas 6 mois en arrière. Donc j'aime beaucoup aussi cette partie-là où ça amène un semblant d'exposition. Aujourd'hui, le jeu a encore peu de joueurs parce qu'on est en phase alpha et que ça va se développer, les campagnes d'acquisition vont arriver plus tard. Mais j'espère vraiment que c'est quelque chose qu'on va retrouver au fur et à mesure. Et si un jour, je peux permettre à des fans de découvrir des ligues qu'ils connaissaient pas, en fait, ça sera aussi une petite victoire supplémentaire pour MetaFight. C'est clairement un avantage, majeur pour eux et pour les supporters, enfin, pour tous ceux qui découvrent ce sport. C'est vraiment, en fait, gagnant-gagnant, je trouve, comme mécanisme. Donc c'est top et j'adore voir ça, se développer sur plein de sports différents et ça permet de renforcer vraiment la culture et voilà, mettre en lumière des gens qui sont un peu moins connus, c'est quand même, très important et puis en plus, quand il y a des récompenses à la clé, forcément, il y a l'incentive qui va bien pour aller un peu plus loin dans les Exactement. recherches. Et justement, je reviens sur les incentives. Donc, tu l'as mentionné, il y aurait des expériences un peu uniques, mais on est d'accord qu'en termes de récompenses, il y a aussi bien évidemment des cartes, que ce soit des accessoires, des combattants et éventuellement des tokens aussi un peu. Je crois que vous êtes sur Ethereum ou sur Matic, non? Quelque chose comme ça? Alors nous, on est chez ImmutableX, Ah oui, c'est vrai. Ok. donc qui est un layer 2 Ethereum, et en effet, tu peux gagner de l'Ether directement dans le jeu, en tout cas dans les premières places. Tu peux gagner des packs, des cartes directement, mais aussi donc, comme tu le disais, des expériences. Il y a des gens qui ont gagné des billets pour des combats, il y a des items. En ce moment, il y a des gants dédicacés de Cyril Gann et de Alan Bodo et de Paulin Béguet qui sont à gagner dans le leaderboard actuel. Il va y avoir aussi pas mal de ce que nous, on appelle les ligues sponsorisées. Donc, c'est-à-dire que de temps en temps, certaines ligues ou certaines arènes entières vont prendre l'image d'une marque et c'est cette marque qui va offrir les rewards. C'est une nouvelle façon de distribuer des goodies pour les marques et de se faire connaître à un public qui peut-être n'aurait pas été touché par ces marques-là. Et c'est une manière pour nous aussi de faire gagner des choses variées à l'intérieur du jeu. Donc c'est un nouveau modèle économique de transmission de goodies, si on peut dire, en tout cas de sponsoring, qu'on essaye de mettre en place. Donc on a plusieurs marques déjà qui ont signé pour cela et ça devrait commencer d'ici la fin de l'année, au mieux d'aller gagner des lots MetaFight, qui ira gagner des lots de la marque qui sponsorise la ligue. C'est vraiment important de maintenir ce lien, enfin de le renforcer même, ce lien entre l'audience et les combattants. Et ça, c'est dans tout type d'industrie, je pense qu'on perd du lien à force de numériser au maximum tout ce qu'on fait. C'est bien de remettre un peu du lien humain et des avantages un peu spéciaux.
entre l'audience et les sportifs. Fin de la petite parenthèse. Je revenais juste sur une chose. Est-ce que toi, à tout hasard, tu as une astuce pour optimiser ses chances de gagner? Est-ce qu'il y a un truc qui fonctionne et qui permet d'avoir un peu plus de chances de gagner un combat? Ou est-ce que c'est juste vraiment la combinaison des cartes qu'on a et puis, un peu de chance parce que l'algorithme, il y a forcément aussi, je pense, un peu de chance. Mais est-ce que voilà, toi, tu as une astuce à transmettre à l'audience ou est-ce que finalement non, il faut qu'ils découvrent et puis voilà, Alors, il y a pas d'astuce ça va pas particulière? être une astuce pour forcément gagner les combats, parce que on ne sait jamais contre qui on tombe, et si la personne en effet a une meilleure combinaison que toi, et ben c'est pas de chance entre guillemets. Et donc c'est là-dessus plutôt qu'il va falloir analyser les ligues qui sont proposées. C'est dans lesquelles j'ai plus de chances de rencontrer quelqu'un qui va avoir un fighter plus fort que moi, et surtout combien me rapporte de points le fait de perdre. Et c'est vrai que on a assez peu cette logique en tête. Mais notre jeu fonctionne avec ce qu'on appelle des fight sessions. Donc, à chaque fois que tu poses une carte, il y a une barre de stamina qui diminue et tu ne peux pas poser des cartes à l'infini. Donc, toute la logique pour un joueur qui aura peut-être un roster plus faible que d'autres sera de se dire où est-ce que je vais pour utiliser le moins de stamina possible et surtout avoir le plus de chances possible de passer les différents échelons du tournoi. Non pas en se disant si j'ai vraiment beaucoup de chance et que je suis premier, je vais gagner un max de points, mais plutôt en se disant comment je fais en sorte d'avoir le minimum de points si je perds tous mes combats et qui soit intéressant par rapport aux autres ligues qui en rapportent peut-être plus en gagnant, mais moins en perdant. Et donc, c'est là-dessus que j'aurais un conseil à donner aux gens. C'est plutôt analyser quel est votre minimum. Comme ça, si vous avez plus, vous êtes très content. Mais au moins, vous n'avez pas gaspillé vos fight sessions en partant au premier tour et en gagnant très peu de points. Voilà, ma logique, mon conseil sera de bien faire attention à ce rapport fight session et points minimal à prendre dans chaque ligue. D'accord, bah, effectivement, c'est des choses importantes à prendre en compte et ça renforce le côté un peu stratège qui peut vraiment se distinguer, des différents joueurs où moi, typiquement au début, j'ai positionné mes combattants un peu comme ça, au hasard et effectivement, j'ai pas super bien performé donc je pense qu'il faudrait que je me repenche un peu dessus. Il y a vraiment des stratégies à mettre en place pour glaner le plus de points possible. Bah, écoute, merci pour cette petite astuce. Je pense que ça plaira à l'audience et on arrive déjà quasiment à la fin de cette interview. Je te laisse, évoquer un sujet dont tu veux. C'est-à-dire que tu as carte blanche pour évoquer un sujet et juste une petite question avant, quelles sont les prochaines grandes échéances, au niveau de MetaFight? Je sais que donc il y a l'alpha, la bêta qui arrive. Est-ce qu'il y a d'autres choses à mettre en avant, en termes de roadmap? Et voilà, après tu as carte blanche pour évoquer un sujet si tu le souhaites. Eh bien, au niveau de l'alpha, on va avoir des nouveautés assez majeures qui vont être testées d'ici la fin de l'année. C'est qu'aujourd'hui, comme tu as pu tester dans le jeu, avec ton fighter, tu peux associer un équipement. En fait, c'était une base de test, nous, pour la feature, qui va être aujourd'hui un changement total de fait de gym. Ce sera plus un équipement, mais ce sera 3, 4, 5 équipements que tu débloqueras au fur et à mesure du nombre de combats en fait que tu fais. Plus ta carte fait de combat et plus elle pourra associer d'équipements. Et on va introduire également les coachs et ce qu'on appelle les sparring partners. Donc, dans les MMA, bien souvent, quand les gens partent, ils vont partir avec d'autres combattants pour pouvoir s'entraîner avec eux avant le combat final. Eh bien, ça sera là-dessus qu'une nouvelle phase de stratégie va arriver, parce que tu pourras associer jusqu'à 3 sparring partners et tu auras des bonus en fonction de leur affinité. Donc, c'est-à-dire que si tu as des sparring partners qui sont de la même salle que ton combattant principal, tu auras un bonus. S'ils sont de la même organisation, du même pays, etc., etc., il y aura plein de mécaniques que je vous laisserai découvrir quand ça sortira. Donc ça va être une grosse étape de l'alpha et qui est un élément essentiel de la bêta qui devrait être disponible en début d'année. Il va y avoir l'arrivée donc des ligues sponsorisées qu'on évoquait juste avant, qui sont aussi très importantes pour nous. Parce que c'est un modèle économique, je pense, qui peut être très intéressant pour le jeu vidéo au global. Une nouvelle façon de faire sponsoriser les jeux sans que ce soit intrusif, entre guillemets, sans que ce soit de la pub qui t'empêche. Là, c'est vraiment intégré à l'expérience. Les gens continuent à jouer tout en ayant cette partie publicitaire qui n'est pas, je sais pas, je trouve pas le mot juste, mais qui n'est pas agressive, on va dire. Parce que bien souvent, quand on joue à des gachas, des jeux comme ça sur mobile, on est en plein à fond dedans et on se prend une grande pub de 30 secondes qui casse un peu le rythme de jeu. On voulait totalement éviter ça, donc c'est pour ça qu'on a trouvé ces petites mécaniques et je pense qu'elles sont assez intéressantes. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir les faire découvrir à la communauté. Donc ça va être les grandes étapes d'ici la fin de l'année sur la partie gameplay. Et ensuite, ben, les étapes, ça va être la signature de d'autres organisations majeures qu'on est en train de finaliser pour pouvoir proposer toujours plus de combattants, toujours plus de rapports au réel à l'ensemble des joueurs de MetaFight.
Est-ce qu'il y a un réseau à privilégier pour suivre l'évolution de vos développements, de vos actualités? Il y a un point d'entrée particulier ou c'est le site Ça va internet? être, le Twitter va être l'endroit où il y aura le plus de news ou de grandes annonces. Et ensuite, pour venir discuter et échanger sur l'avenir du jeu, ben, ça va être le canal Discord, sur lequel il y a plusieurs canaux différents de retours utilisateurs, etc. On a mis en place beaucoup d'outils. Il y a un Notion où les gens peuvent laisser leurs suggestions, on leur répond, on leur explique pourquoi, oui ou non, on a accepté les propositions qu'ils faisaient. On a tout ce système-là qui est en place via le Discord et via un Notion sur lequel on peut échanger. Encore une fois, le but, c'est de co-créer le jeu avec les joueurs. Donc, on va prendre les retours, on va essayer d'adapter ces retours et de les intégrer au jeu. Des fois, même si nous, on n'est pas forcément convaincus, on les intègre, on les teste pendant 2 semaines, on prend les retours. Si jamais ça a plu ou non plus, on décide de les garder ou pas. Donc, je vous invite à venir tester le jeu, mais aussi à venir en fait co-créer le jeu avec nous. Eh ben, incroyable. Eh ben, écoutez, je vous invite à tester le jeu. C'est un free to play au début pour tester l'univers. Donc, allez-y. Il y a vraiment aucun risque, hein, pas de capital à mettre dès le début. Donc, voilà, essayez. Ça ne coûte rien. Et puis, en plus, bah, si vous avez la fibre un peu carte, jeu, MMA, bah, c'est parfait pour vous. Donc, merci Thomas d'avoir pris du temps ce matin pour échanger avec moi et pour expliquer tout ça. Moi, de toute façon, je vais suivre avec attention parce que j'ai un compte et donc j'ai un ou deux combattants. Donc, je vais continuer de suivre tout ça. Et puis voilà, je vous souhaite le meilleur pour la suite. C'était un super moment. Merci à toi Thomas et puis merci à toute l'audience. Salut, à la prochaine. Merci beaucoup Thibaut, merci beaucoup pour l'accueil.